Bien, bonjour à tous. Je suis Florence Sorde, je suis enseignante-chercheur en psychologie de la santé à Toulouse-Jean Jaurès. Et donc, je viens vous parler de finalement ce qu'ont vécu les étudiants pendant le premier confinement, et puis en conclusion quand même essayer d'amener peut-être une réflexion ou un état des lieux de ce que l'on peut voir aussi aujourd'hui. Donc c'est vrai que le premier confinement, ça remonte quand même à un petit moment. Malgré tout, nous n'en sommes pas très loin non plus. Donc quoi vous dire effectivement, mais c'est ce que je vais vous dire là tout de suite, vous le connaissez, vous savez tous, puisque vous avez tous vécu ce confinement, comme nos étudiants l'ont vécu. Ce qu'il faut dire, c'est que il y a deux choses dans cette pandémie. Il y a à la fois la pandémie qui est vraiment un événement qui est traumatisant quand même malgré tout, avec cette idée-là, puisque c'est un événement inattendu, inconnu, qui sort de je ne sais quelle histoire. En tout cas, ça confronte à un moment donné la personne à une mort possible pour soi, mais aussi pour les autres éventuellement. Ce qui fait que, mais comme tout à l'heure mon collègue le disait, il y a une charge émotionnelle. C'est-à-dire à cette pandémie, on voit une charge émotionnelle avec vraiment de nombreuses répercussions. On le voit chez les adultes, on le voit chez les adolescents, chez les étudiants, chez les personnes âgées, en fait toute la population. Et des répercussions qui sont psychologiques, qui sont de l'ordre de la fatigue émotionnelle, des troubles du sommeil, des préoccupations permanentes concernant l'avenir, la peur des autres, etc., etc. Et se rajoute à cette pandémie un confinement. Confinement, finalement, cet événement-là, se confiner, personne n'a jamais connu. C'est vraiment quelque chose, là aussi, une situation totalement inédite. Et ça naît en fait, aussi, on peut le discuter de cette façon-là, comme pratiquement une agression physique et neurologique. En fait, le confinement, il faut quand même se dire qu'on n'est pas fait pour vivre seul. Et c'est vraiment ce que le confinement a amené à un moment donné. Donc on n'est pas fait. En tout cas, si bien sûr, parfois, vous le savez comme moi, on a envie juste de s'isoler, mais de façon volontaire. Là, la question vraiment, c'est ce confinement a été contraint. Et ce que l'on sait, c'est que plus le confinement dure, plus on a de risques de voir un état émotionnel se vulnérabiliser, se fragiliser. Les textes le disent, et vraiment quand on a débuté le confinement, les textes vraiment le disaient, c'est au-delà de 10 jours de confinement, on a le risque de rentrer dans un stress post-traumatique. Donc ça, c'était vraiment la question que nous pouvions avoir, nous, en tant que chercheurs. Et tout ceci, cette sphère émotionnelle, finalement, elle vient en plus s'attiser ou encore se grandir par le fait d'un paradoxe. Et je suis persuadée que vous l'avez aussi vécu. C'est celui de se dire, je veux protéger ma vie parce que je ne connais rien de ce virus finalement. On me dit plein de choses, donc je veux vraiment protéger ma vie. Mais en même temps, ce confinement, il me prive de ma liberté. Et donc on a notre population finalement, quelle que soit cette population-là, qui s'est vue évoluer dans ce contexte de paradoxe. Et donc, on a vu de ce paradoxe finalement des personnes qui ont ressenti des émotions très particulières, plus ou moins vives, plus ou moins négatives, plus ou moins positives, on en reparlera. Alors, chez les étudiants, bien sûr, ce que je viens de dire, c'est vrai aussi pour nos étudiants, bien sûr. Les étudiants, ce qu'ils ont connu, c'est qu'à partir du 17 mars, les établissements ont fermé. Ça, c'était aussi une situation totalement inédite. Ils ont fermé, c'est-à-dire que tous les établissements scolaires, universitaires, les écoles privées, etc., se sont trouvés à faire des enseignements à la fois en ligne et à distance. En ligne, finalement, on ne connaissait pas vraiment ça, et encore moins les primaires, moins les collèges, les universités un tout petit peu. Ça veut donc dire que toutes les modalités de fonctionnement ont changé, ont bougé. Elles ont changé pour les étudiants, en l'occurrence ici, mais on va dire pour tous les élèves, mais elles ont aussi changé pour les enseignants qui n'avaient pas cette habitude-là de fonctionner. Et donc, on a eu des plateformes de partage de documents qui, au départ des premiers jours, ne fonctionnaient absolument pas.
Et pour autant, on demandait aux élèves, aux étudiants de se connecter. On a eu des cours en ligne, des visioconférences et toute autre série d'inventions. On a été très créatifs à ce moment-là. Donc, en tout cas, une situation vraiment non familière. Quand on regarde, on va y passer très vite, mais quand on regarde les effets du Covid, de ce confinement dans les recherches qui ont été menées très rapidement, on a vu apparaître vraiment une série de recherches. Puisque forcément, cette pandémie, ce confinement, ça a été un sacré terrain de jeu pour les chercheurs, vraiment. Donc on a vu apparaître, bien sûr, des effets sur le bien-être, sur l'anxiété. On a vu aussi que les filles, elles étaient beaucoup plus touchées psychologiquement que les garçons. Qu'en Espagne, on avait à peu près 21% de dépression modérée à sévère, etc. On a identifié certains facteurs. Avoir un parent atteint de Covid, avoir des conséquences financières de ce Covid et ce confinement. On a eu aussi les effets du quotidien, en tout cas du confinement sur le quotidien. Les effets de la maladie sur l'apprentissage, sur le travail, sur la mémoire, sur vraiment tout ceci. Mais aussi, on a vu d'autres choses. Le lieu de résidence, finalement, où est-ce qu'on habite? Est-ce que la famille est stable? Finalement, peut-être que je reviens chez moi, mais ma mère est à ce moment-là aussi nounou, et il y a plein d'enfants qui viennent, et j'ai des cours en visio, etc., etc. Le statut psychologique des parents, les interactions sociales réduites, on y reviendra dessus, et bien sûr les interdictions de voyager, etc. Alors, au regard de tout ça, nous avons fait l'hypothèse que les étudiants, par leurs conditions de vie, parce qu'ils vivaient, pouvaient se trouver vraiment en situation de vulnérabilité. On a fait cette hypothèse-là, on est parti dans une aventure, et je vous dis que c'était vraiment une aventure. Au moment où on nous a confinés, on s'est dit c'est pas possible. C'est vraiment une aubaine, alors entre guillemets, parce que quand même on s'est servi de ce terrain de jeu. C'est une aubaine pour vraiment savoir ce qu'allaient vivre ces personnes, y compris nous, puisque nous étions aussi confinés que les personnes sur lesquelles on allait faire des recherches. Et donc, partant de ce qui était dit dans la littérature en disant le confinement a forcément au bout de 10 jours un effet délétère. Et nous savions déjà qu'on aurait plus de 10 jours de confinement. Nous savions que nous n'étions absolument pas habitués à vivre cette vie-là. Et donc on s'est dit, on va faire une recherche. On va faire une recherche sur la population française. Et donc on a fait une recherche que là je ne vous mentionnerai pas, et une recherche sur la population, en tout cas au national, et nous avons fait une recherche sur les étudiants. Pourquoi les étudiants? Parce que je travaille tout le temps avec les étudiants, c'est vraiment mon travail et les interactions que j'ai, on s'est vraiment posé la question de savoir ce qui allait se passer. On a donc fait une recherche, on le verra tout de suite là, mis en place un protocole en ligne, qu'on a diffusé forcément sur des plateformes, qu'on a recruté durant le confinement. Donc en fait, on a fait 3 temps de recherche. Donc on a du longitudinal. On a un premier temps qui est vraiment pendant le confinement, du 17 mars au 11 mai 2020. Et puis un second temps au déconfinement. Et puis nous, quand on a fait cette recherche-là, on était assez a priori naïfs. Et sans doute peut-être comme beaucoup de monde. Mais franchement, nous, avec la distance, on s'est considéré naïfs parce qu'on considérait que nous n'aurions plus qu'un 3e temps, qui serait 3-4 mois après le déconfinement. Bon, l'histoire nous a montré qu'on en parle encore aujourd'hui, on était vraiment naïfs. Donc cette recherche-là, bien sûr, elle a été visée. On ne fait pas des recherches comme ça quand on veut. Et donc on a bien sûr un comité d'éthique qui nous a validé notre recherche. Alors on a posé plein de questions, vraiment plein de questions, parce que vous avez vu au départ qu'il y avait à la fois des choses, des éléments dans ce qu'avait mis en place notre recherche, quand même des choses qui nous questionnaient. Alors les caractéristiques sociodémographiques, l'âge, le sexe, l'année universitaire, le lieu d'études, ce sont des choses, on va dire, qui sont basiques, c'est-à-dire on a besoin d'avoir un peu cette photographie. La vie universitaire, ben oui, puisque nous travaillions vraiment sur des étudiants et où on a demandé les statuts boursiers. Est-ce qu'ils avaient suffisamment de ressources financières, puisque certains avaient perdu leur travail du fait du confinement. La présence donc, de ces difficultés-là, est-ce qu'ils travaillaient ou pas pendant les études, et on verra un petit peu les items qu'on en a. Mais aussi, surtout, les conditions de logement.
Où est-ce qu'ils habitent? Est-ce qu'ils étaient avec leurs parents? Est-ce qu'ils étaient éloignés de leur famille? Je rappelle juste qu'on a des étudiants qui sont des étudiants étrangers, Erasmus, qui se sont trouvés coincés, bloqués à ce moment-là dans les cités universitaires, dont les parents étaient très loin et avaient des frontières fermées. Le vécu émotionnel sur le plan universitaire, finalement, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ce plan, par rapport à l'université? Est-ce qu'ils avaient un emploi à risque, en tout cas un emploi à risque d'exposition? Les évolutions, bien sûr, des conditions de travail. Et puis, tout ce qui était autour vraiment de... Est-ce qu'ils voyaient, est-ce qu'ils avaient contact avec leurs enseignants? Comment les cours se passaient? Quelles étaient leurs sécurités, leurs doutes par rapport aux diplômes à venir, puisque les étudiants ont quand même travaillé toute l'année et en étant en confinement et derrière des écrans. On a posé des questions ouvertes. Pour nous, il est nécessaire, quand on fait des recherches, de pouvoir à la fois interroger un grand nombre pour bien sûr avoir des statistiques, non pas avoir des lois, mais de donner quand même une semblante de généralité, mais aussi de repasser par l'humain, c'est-à-dire que pouvaient nous dire ces étudiants dans leur ressenti de ce confinement et de la pandémie. Et puis bien sûr, on a demandé, on a posé des questions par rapport à nous, à nos processus psychologiques, comme la détresse psychologique, la représentation de la pandémie, du confinement, le trait anxieux, c'est-à-dire la base, la disposition que j'ai vraiment d'émotion, le sentiment de solitude, la régulation émotionnelle et le stress aigu et post-traumatique. Alors, je vous exposerai que le premier temps. Donc, vraiment pendant le confinement. Quand on a fait répondre à quand on a fait cette première enquête, on a eu 83% d'étudiantes contre 15% et quelques d'étudiants. Finalement, les filles répondent toujours plus que les garçons à ces protocoles. On le voit dans toutes les études, c'est monnaie courante. Donc ça veut bien dire que finalement, on a quand même une représentativité féminine ici. 43% sont des boursiers, on a un âge moyen de 23 ans. Même si l'étendue d'âge, c'est globalement de 18 ans jusqu'à 60 ans. La répartition, on voit bien sûr, c'est l'Occitanie qui a répondu le plus. En même temps, on n'avait pas ici d'enjeu de recherche nationale. On voulait vraiment savoir ce qui se passait, nous, dans notre région et aussi avec nos étudiants. Donc, bien sûr, on a l'Occitanie qui a répondu en grand nombre. Et puis ensuite, on voit un petit peu autour, finalement, de cette région-là. Les étudiants qui ont répondu... finalement, ils se répartissent assez bien au niveau des années dans lesquelles ils sont. L1, L2, L3, Master 1, Master 2, autres, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est dans ceux qui sont dans les doctorats, etc., où on a le moins de réponses, mais on a quand même une déclinaison assez intéressante, finalement, des années. Et puis, alors... J'ai envie de dire forcément, et c'est, on va dire, on a beau lutter, mais on n'y arrive pas à avoir finalement d'autres répartitions. En sciences humaines, on a 52%. Alors oui, nous sommes dans une université sciences humaines, psychologie, donc ça veut dire que tous ces protocoles ont transité forcément par nos étudiants aussi en psycho. Bon, donc voilà, donc on a bien sûr plus d'étudiants qui ont répondu quand même, qui sont issus, on va dire sans doute de l'UT2J, mais avec quand même des étudiants qui étaient aussi en ingénierie, donc plutôt UT3. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau de ces résultats? Je vous rappelle, et vous vous souvenez aussi, l'Occitanie à ce moment-là n'était absolument pas en difficulté. Ça, c'est quelque chose qui est important à se rappeler parce que on avait quand même, on va dire, une région qui était relativement tranquille par rapport à l'exposition au Covid. On n'avait pas beaucoup de personnes touchées, affectées, pas beaucoup de décès si on peut comparer par rapport au Grand Est. Et quand on regarde ça et quand on se souvient de ça, eh bien, effectivement, on va s'apercevoir de quelques résultats. Alors, si on regarde vraiment par rapport aux conditions, finalement, aux caractéristiques qui sont liées au confinement, on a 62% qui sont confinés chez leurs parents. Ça veut donc dire qu'on a beaucoup d'étudiants qui sont quand même revenus chez eux. 10% sont des étudiants étrangers, 20% bien sûr, à peu près, vivent très loin de leurs parents. Ça veut dire que ceux-là sont souvent soit en colocation,
soit dans des appartements et sont en cité universitaire. 50% vivent en ville avec une superficie habitable quand même 95 mètres carrés. C'est énorme, 95 mètres carrés. Hein. Alors c'est bien souvent un lien parce qu'ils habitent et ils sont revenus chez leurs parents. Ce qui va nous intéresser souvent, c'est plutôt ceux qui vivent dans moins de 30 mètres carrés et ceux qui vivent seuls dans leur logement. On a très peu, ce que je vous ai dit, hein, d'étudiants touchés par la Covid et aussi très peu qui ont eu quelques symptômes. On a 6% qui travaillent à temps plein, 17%. Bon, mais on a 49% quand même qui ont un emploi à risque. Ce qui va être intéressant et où on va commencer à rentrer vraiment dans qu'est-ce qui se passe, on a 84 pratiquement d'étudiants qui ont un sommeil perturbé pendant le confinement. On va dire que ça, c'est un chiffre que l'on retrouve aussi chez les adultes en population nationale. Et pour autant, ils nous disent quand même qu'ils ont une bonne qualité de vie, à 52%. Chose encore qui nous pose question, c'est que seulement 18% se disent satisfaits des relations sociales. Et souvenez-vous, c'est aussi ce moment-là où tout le monde disait on fait des apéros Zoom, on est sans arrêt sur WhatsApp, on échange tout le temps, etc. Et pour autant, alors, ils disent vraiment être beaucoup plus souvent sur les réseaux, et en même temps, ils disent que ces relations, finalement, sont insatisfaisantes. Donc ça pose déjà vraiment une question sur ce lien social. Si on regarde au niveau de la vie universitaire, les filles, effectivement, comme les garçons ici, vivent relativement bien émotionnellement le confinement. On a quand même et tout de même une légère inquiétude à propos de la suite des études, de la réussite quand même de l'année en cours, de la santé des proches et des projets professionnels. Donc ça, c'est vraiment les inquiétudes qu'ils ont principales. 21% nous disent qu'ils ont les mêmes échanges avec les enseignants, mêmes échanges qu'avant. Certains même disent, alors très peu, 15% disent que c'est même de façon plus importante. Par contre, 41% disent que c'est de façon moins importante et même 20% disent qu'ils n'en ont plus du tout. Alors la question quand même, c'est comment on peut expliquer cette détresse psychologique? Alors la détresse psychologique ici chez nos étudiants, elle est comme en Espagne, si vous vous rappelez. On est à 21% d'étudiants qui sont en détresse psychologique sévère. Et je vous rappelle toujours, en Occitanie, on n'est vraiment pas dans quelque chose d'important au niveau exposition. Quand on regarde comment on peut expliquer cette détresse psychologique, ce qu'on voit, ce sont les étudiantes, comme on a vu précédemment. Donc les jeunes filles, les jeunes femmes sont beaucoup plus en détresse psychologique, mais les jeunes aussi, c'est-à-dire vraiment ceux qui débutent finalement dans cette vie universitaire. On a dans cette détresse, en tout cas ceux qui vivent une détresse psychologique sont ceux qui vivent en appartement, qui habitent encore seuls. On a des personnes qui, en tout cas cette détresse psychologique, elle est expliquée aussi par le fait d'avoir un sentiment de solitude, des relations sociales du coup insatisfaisantes. Donc on revient encore ici sur cette relation à l'autre qui est insatisfaisante. Le fait d'avoir des ressources financières très insatisfaisantes, mais qui est aussi en lien avec les conditions de travail perturbées. Le fait, et là on a vraiment le paradoxe, on a les deux, que l'on ait un travail ou qu'on n'ait plus de travail ou qu'on exerce une activité professionnelle, on s'aperçoit que ce sont aussi des facteurs de détresse psychologique. Vraiment, et de façon marquante, ceux qui n'ont plus d'échange avec les professeurs sont vraiment en grande détresse psychologique. On voit bien sûr la perturbation du sommeil, comme dans beaucoup de recherches, et on a bien vu vraiment qu'on avait énormément de perturbations ici, par le cadre qui n'y était plus, et puis quelque chose qui se passe au niveau de l'émotion. Cette émotion-là, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'en fait, si j'ai une disposition émotionnelle, et nous on a tous une disposition émotionnelle, c'est-à-dire on a tous un fond anxieux, et ce fond anxieux,
vient expliquer finalement cette détresse psychologique, avec à la fois une représentation émotionnelle du confinement, c'est-à-dire vraiment, comme je n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui se passe du confinement et de la Covid, les émotions sont relativement élevées dans la représentation. Et puis aussi d'avoir peu accès finalement à l'émotion. C'est comme en fait si nous manquait un contrôle dans notre régulation émotionnelle et moins j'arrive à réguler mes émotions et plus je suis en détresse psychologique. Donc globalement, voilà comment nos étudiants peuvent expliquer ou la détresse psychologique de nos étudiants s'explique. Mais souvenez-vous, on a fait aussi des questions ouvertes et on leur demandait quel était le ressenti du confinement. Et là, je vous mets toute une série de propos. On a eu 900 étudiants qui nous ont répondu, je ne vous ai pas mis les 900 propos, mais juste vraiment des petites choses qui nous ont dit très inquiétant, c'est le bazar, des incertitudes, anxiogènes et effrayants, je suis très inquiète, je veux revoir mon petit copain, etc. etc. Et donc, c'est vraiment, comme le disent certains, c'est l'inconnu. Et on a vraiment ici cette, on va dire, inquiétude qui transparaît dans les mots. Mais en même temps, alors ça transparaît moins que dans la population nationale. Dans la population nationale, quand on a posé cette question-là, on a des personnes qui ont dit c'était vraiment un bonheur d'avoir ce confinement. Un bonheur parce que ça nous a permis de pouvoir faire du jardinage, du bricolage. On a pu écouter les oiseaux, on a pu se balader dans la possibilité de ce qu'on avait. Mais voilà, ça a été vraiment quelque chose d'heureux. Chez les étudiants, on le retrouve beaucoup moins. On le retrouve beaucoup moins. Et on a plutôt comme quelque chose de résigné, de fatalisme, c'est-à-dire prendre son mal à patience, l'épidémie fait se remettre quand même en question, etc., etc. Être fataliste. Et si je suis fataliste, j'accepte bien cette situation. C'est une étape à passer, donc on va la laisser passer. Donc on a quelque chose qui est quand même un tout petit peu plus positif que ce que je vous ai montré précédemment. Ça veut donc dire qu'on a ici aussi quand même des étudiants, malgré tout, qui ont essayé de bien vivre, malgré tout, cette situation, en mettant tout simplement des stratégies. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire, si j'arrive? Voilà. Les niveaux de détresse, ils sont les mêmes que dans tout ce qu'on a eu comme recherche dans les pays. On n'a vraiment aucune différence. Les étudiants français ne sont pas mieux lotis que les autres étudiants, qu'ils soient en Malaisie, en Espagne, en Italie, en Allemagne, c'est exactement la même chose. La question c'est, qu'est-ce qui se passe sur le long terme? C'est-à-dire, est-ce que ces niveaux de détresse vont venir diminuer? Quels sont leurs besoins physiques, psychologiques, finalement? Qu'est-ce qui se passe au niveau du lien social? Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? Quand on regarde les 3 temps que l'on a évalués, la détresse psychologique ne s'abaisse pas vraiment. On aurait, et pour en fait, les raisons de l'incertitude, ce qui nous pose question ici, c'est vraiment l'incertitude qui a plané pendant, on va dire, l'année que l'on a évaluée. L'incertitude avec l'incapacité à se projeter. Pour un être humain, ce qui va être important, c'est pouvoir se projeter. Finalement, si j'ai plus de projet, alors, qu'est-ce que je peux faire? Donc, la question pour les étudiants, c'est vraiment cette projection, cette incertitude, mais finalement, comme pour nous, on va dire, j'ai envie de dire, même pas les adultes, mais pour la population. Ce qu'on voit aujourd'hui, on a on va dire une difficulté. Alors, certains se plaisent à dire on n'aimerait pas être jeune, on n'aimerait pas être à leur place, la jeunesse leur a été volée, etc., etc. Les jeunes et les étudiants ont des ressources pour s'adapter, bien sûr. Ce que l'on voit maintenant, et quand on les voit dans les enseignements, quand on les voit dans les cours, en fait, le lien social qu'ils avaient de façon innée finalement, puisqu'on a tous ce lien social finalement de façon innée, ils l'ont perdu. Quand on demande par exemple dans des TD à se mettre ensemble pour travailler, voilà, on les met en groupe pour pouvoir travailler, pour qu'ils reparlent, pour qu'ils discutent, pour qu'ils construisent ensemble, mais on a des groupes, on n'arrive pas à les faire en mettre ensemble. C'est impossible. Ils ont perdu finalement cette capacité, alors j'espère que pour un temps, cette capacité à pouvoir échanger, à pouvoir être en groupe. Pour autant, ils sont quand même dehors pour partager d'autres choses. Mais dès qu'ils sont dans une salle, imaginez-vous, certains, ils sont en 3e année, ils n'ont jamais vu les bancs de l'université.
Et donc, c'est vraiment, on peut se poser la question du réapprentissage finalement d'être avec l'autre dans des salles, etc., etc. Et donc aujourd'hui, bien sûr, que faire? J'en sais trop rien. Je ne sais pas, je n'ai pas plus de solutions que sans doute vous. Mais c'est certain que nous, ce qu'on est en train de faire à la fac, c'est d'essayer vraiment de réinstituer un dialogue, de réinstituer le fait de ne plus avoir peur de l'autre finalement, de pouvoir discuter, travailler ensemble et de pouvoir partager finalement des valeurs. Et voilà. Donc j'en finirai là-dessus. Merci, je pense que j'étais un peu longue.